Il est 21h02 à Yaoundé et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. La France accompagne l'équipe de l'Argentine pour la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous en parlerons dans quelques minutes. Un autre rendez-vous nous attend juste après donc, cette Coupe du Monde. Il s'agit donc du CHAN. CHAN 2023, où sont les éléphants? Messieurs, bonsoir. Tchétchémé, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Magloire Diop. Bonsoir Sébastien. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Merci. Seyd Dakouri et Kadeg Ilavogui, bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors, on va commencer tout de suite à parler un peu de cette équipe du Maroc qui ne jouera pas la finale. Nous attendons tous l'exploit, mais on peut tout de même souligner que le Maroc a réalisé quand même une belle performance. Eh bien, dans l'histoire de la Coupe du Monde, jamais une équipe africaine est parvenue au stade des demi-finales. C'est une première dans l'histoire de cette grosse compétition. Et le Maroc, eh bien, a pu arriver à ce stade de la compétition. Bravo à l'Afrique, bravo au Maroc. On ne s'attendait pas à cela pour un entraîneur qui a pris l'équipe seulement le 31 août dernier en succédant à Vahid Alilozic. Eh bien, Walid Regragui, vainqueur de la Ligue des Champions avec le WAC de Casablanca, a pris les rênes de cette équipe. Il a dit qu'il n'est pas un magicien. Il a surfé sur les acquis de Vahid Alilozic et mettre en place un bloc équipe qui nous a fait rêver jusqu'au stade des demi-finales. Je pense qu'en tenant en échec la Croatie, en battant la Belgique, deuxième nation mondiale, en faisant sortir de route l'Espagne et ensuite le Portugal de Cristiano Ronaldo, jamais une équipe n'est parvenue à un tel espoir parce que le parcours leur a permis de pouvoir attaquer de grandes équipes qu'ils ont fait sortir. Là, ils sont tombés les armes à la main face aux champions du monde en titre. Je crois que c'est une grosse performance réalisée par le royaume fiérifien. Nous sommes quelque peu déçus parce que nous sommes africains, mais je pense qu'ils ne doivent pas rougir de cette défaite parce que Hakimi, Ziyech, Boufal, Amrabat nous ont fait rêver pendant toute la compétition. Bravo à eux. Et je pense qu'on doit les féliciter et montrer que de temps en temps, quand on est remarquablement bien organisé avec une fédération qui a mis les outils, qui a tiré les leçons des échecs, eh bien, on peut arriver à ce niveau. Il faut rappeler que le Maroc a un championnat avec des gros moyens. Il faut qu'on vous dise que chaque club de première division au Maroc a, au début de la compétition, 400 millions de francs CFA. Quand vous êtes vainqueur du championnat marocain, vous avez 300 000 euros, ça veut dire 200 millions. Le deuxième à 170 millions. Donc c'est un pays bien organisé qui a montré aux yeux du monde qu'on peut venir d'un petit pays africain et pouvoir titiller les grandes nations. Merci Seyd Dakouri. On a bien entendu, hein? Ça c'est normal. Kadeg Ilavogui, le Maroc qui ne va pas sortir par la petite porte, mais par la grande porte, parce qu'il y a une petite finale aussi à disputer. Je crois que c'est une performance à saluer. Je crois qu'avant le début de la compétition, personne n'avait misé qu'une équipe africaine allait aller aussi loin dans la compétition. Le Maroc l'a réussi déjà, comme ça il l'a rappelé, avec un parcours assez bluffant, avec des équipes qui comptent parmi les meilleures au monde, hein, Portugal, Espagne, Croatie et Belgique. Tous ceux-ci sont passés à la trappe du côté du Maroc. Mais aujourd'hui, la marche était un peu trop haute face à la France. On l'a dit, une équipe aguerrie. Mais ce qui me plaît chez cette équipe marocaine, c'est qu'à aucun moment, elle n'a joué de complexe. Elle est venue avec ses armes, elle a joué comme elle pouvait. C'est vrai qu'il y a pas mal de circonstances atténuantes, hein, avec des blessures, Naïf Agued, et puis Romain Saïs qui a dû abandonner ses coéquipiers en plein match, en début de match. Donc forcément, c'est un parcours qui va rester forcément dans les mémoires. Mais c'est surtout cette façon de défendre-là, avec un joueur comme Amrabat, qu'on a redécouvert. Moi, je l'ai vu déjà en 2017. Hervé Renard parlait de lui comme le Sérédier de la Côte d'Ivoire qu'il avait connu en 2015. Il le retrouve avec Amrabat. Non, c'est une équipe mais qui m'effraie tout simplement parce que la CAN, c'est dans moins d'1 an. Cette équipe-là va arriver ici avec un super costume de favori. Voilà, c'est bien d'avoir ce genre d'équipe-là dans cette compétition-là. Bravo au Maroc et on espère que la petite finale va leur sourire. Magloire Diop, le Maroc qui est tombé donc face à la France, mais cela n'enlève à rien la performance de cette équipe. Oui, pour la première fois, une équipe africaine va jouer 7 matchs en Coupe du Monde.
c'est déjà un fait qu'il faut noter. Le plafond de verre a été brisé grâce à cette équipe marocaine qui a bien géré son parcours, qui a été vraiment solide, qui a eu des certitudes dans son jeu, qui s'est basé sur une défense de fer et puis pouvoir compter sur sa technique, la technique de ses joueurs pour conserver les balles dans la circulation de balles. Et puis maintenant, deux formidables ailiers, Sofiane Boufal et à droite Hakim Ziyech. Et puis bien sûr, c'est clair, ils ont un problème d'avant-centre. Mais bon, Youssef En-Nesyri les dépanne pour le moment. Mais quand il est en méforme, on voit tout de suite que c'est une équipe qui est un peu déséquilibrée, qui est sans armes offensives. Donc, une équipe, une défense de fer, mais quand même, il y a un gros chantier à faire devant pour le Maroc. Le Maroc a rendu fier l'Afrique en atteignant cette position-là. Et son parcours, c'est vraiment... ce parcours-là, je l'assimile à un chemin de croix. Parce que quand vous rencontrez la Croatie, vous rencontrez l'Espagne, vous rencontrez le Portugal, la Belgique, et après, vous avez une autre marche qui est le champion du monde en titre. Là, il faut arriver avec toutes ses forces. Malheureusement, pour le Maroc, ça n'a pas été le cas. Tous les guerriers étaient complètement rincés. L'équipe, physiquement, était vide ce soir. Le sélectionneur Walid Redraguig a aligné 3 défenseurs axiaux d'entrée et une défense à 5 avec 4 milieux très bas et puis un seul attaquant en pointe. Donc, ça veut dire quoi? Il a commencé le match avec 9 défenseurs. L'objectif était de contenir la France pendant au moins 15, 20, 30 minutes et peut-être d'aller à la mi-temps avec un score de 0-0 et puis au retour, lâcher les chevaux. C'était ça peut-être le plan. Malheureusement, la France a vite inscrit ce but-là qui a bouleversé tous les plans de Walid Redragui. À partir de cette ouverture de score, c'est comme hier l'ouverture du score de l'Argentine face à la Croatie. Dans ce genre de match, quand vous ouvrez le score, vous avez pratiquement fait la moitié du chemin. Et après, la France n'a eu qu'à gérer. La réalité aujourd'hui, c'est que le Maroc n'avait véritablement plus d'arguments parce que physiquement, c'était une équipe rincée. Or, c'est ce qui faisait sa force. Mais on peut être fier de cette équipe marocaine. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le Maroc est arrivé jusqu'à ce niveau? Il faut qu'on se pose beaucoup de questions. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dénonce cette politique de binationaux, mais sur les 26 Marocains, il y a 14 qui sont nés hors du Maroc. Et donc, il faut quand même se poser des questions. Le Maroc, quand même, a des infrastructures, on l'a eu à le dire ici, avec notamment le centre Mohamed VI, qui est un centre ultra moderne qu'on trouve très peu dans le monde. Est-ce que c'est ça l'avenir pour l'Afrique? Il faut se poser beaucoup de questions. Maintenant, je termine par là. Kader a parlé de la CAN 2024, mais la CAN, on l'a eu à le dire, c'est une toute autre compétition. Et ce qu'il y a à craindre chez cette équipe marocaine, c'est peut-être maintenant de prendre de haut les équipes africaines en estimant que l'Afrique est trop petite pour elle. Mais là, face même à une équipe comme le Lesotho, parce que là, c'est le Lesotho qui va jouer comme elle maintenant, avec 9 défenseurs. Voilà. D'accord. Tchétchémé. Oui, alors on va dire bravo aux Marocains. Je le disais ici la semaine dernière que les Africains manquaient d'ambition. Eh bien, les Marocains nous ont dit, nous ont prouvé là qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Leur objectif, c'était d'arriver en finale, au moins en finale. Et à ce niveau de la compétition, on peut dire qu'arriver en finale, c'était un challenge pour eux. Ils sont arrivés là en demi-finale, c'est déjà un exploit. 80 ans après, l'Afrique arrive pour la première fois en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est un exploit à saluer. Cependant, aujourd'hui, face à la France, ils ont eu un peu peur. Et puis, on peut dire que les héros sont un peu fatigués. Parce que quand on met 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un seul attaquant devant une équipe championne du monde comme la France, c'est un gros risque qu'on prend de se faire marcher dessus. C'est vrai que les Marocains, par moment, pour ne pas dire toute la deuxième partie en fin de partie de la première période,
Et toute la deuxième période, ils ont dominé les Français. Mais il faut reconnaître qu'on ne joue pas comme ça. L'équipe marocaine, visiblement, elle visait les tirs au but. Parce qu'elle a confiance à son gardien qui s'appelle Yassine Bono, qui arrête tous les pénaltys, ou presque. Et donc, pour elle, pour cette équipe du Maroc, c'était d'amener la France au tir au but. Malheureusement, à force de se regrouper derrière, eh bien, il y a eu cette faille qui a ouvert les vannes. Et puis, les Français ont marqué le deuxième but. D'accord. Merci à vous, messieurs, pour ce que, en tout cas, vous avez donné comme information sur cette équipe du Maroc qui a fait de très bonnes choses. On espère que ça va servir d'exemple pour beaucoup d'autres pays africains et qu'on n'ira pas toujours pour participer, mais on ira aussi pour gagner, pourquoi pas aller le plus loin possible. Alors, messieurs, de cette Coupe du Monde, nous allons redescendre sur terre ici pour parler des réalités actuelles. Il s'agit donc du CHAN qui pointe à l'horizon. 2023, c'est seulement quelques semaines qui nous séparent. Et juste après, ça va être donc cette compétition qui va s'ouvrir en Algérie. La Côte d'Ivoire fait partie donc de ce regroupement qui aura lieu donc en Algérie. Et on va évoluer avec le Sénégal, la République démocratique du Congo et puis l'Ouganda. Alors, quel programme de préparation, messieurs? Est-ce que vous avez entendu parler un peu de la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire? Ou bien pour le moment, bon, vous voulez commencer? Oui, c'est une question qui est lancée à tout le monde. Oui, c'est lancé. Oui. C'est lancé, mais j'ai regardé un peu. Bon, allez-y. Non, mais comme il était timide, allez-y. Kader en avait déjà parlé. Allez-y. Oui, allez-y, oui. Sur ça, je pense que sur la préparation, la Fédération ivoirienne et la Ligue professionnelle de football sont en train d'anticiper pour pouvoir donner le temps de préparation à l'équipe nationale A' de Côte d'Ivoire. Comment le championnat est à sa 13e journée. Demain, jeudi, on commencera la 14e journée. La Ligue 1 est à sa 13e journée, depuis hier. Et demain, jeudi, on va attaquer la 14e journée. La semaine d'après, on attaquera la 15e journée. Et ça sera la mi-saison. On attaque la 14e journée le samedi-dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et puis on termine le vendredi 24. Voilà, on sera certainement autour du 24 décembre. Oui. Le 24 décembre, je pense que si les choses sont bien en place, à partir du 28, le sélectionneur devrait pouvoir convoquer une première liste, enfin sa liste, dans un premier regroupement, et puis voir quels sont les joueurs qui sont susceptibles de partir avec lui dans cette compétition. Voilà. Après, quand la liste est faite, il faut trouver des matchs amicaux. Et ces matchs amicaux-là, il faut les situer forcément 1 ou 2 semaines avant la compétition, qui commence le 13 janvier. Donc avant, il faut trouver au moins 2 matchs amicaux. Et ça, ce serait très, très important. Ça pourrait permettre au sélectionneur de voir son équipe en situation. Magra Diop? Oui, Sébastien, normalement, selon les règlements, les clubs doivent mettre à disposition les joueurs 14 jours avant le CHAN. Et donc, à partir du 31, le sélectionneur devrait disposer de tout son monde. Et donc, le championnat sera arrêté. On sera dans la période des fêtes, mais c'est exactement le cas de figure auquel on est confronté quand a lieu la CAN dans le mois de janvier. Et selon l'information que j'ai, la préparation va se faire dans un pays du Maghreb. On évoque, je crois, la Tunisie. La Tunisie. Je ne sais pas si on ira au Maroc, parce que bon, récemment, on était en préparation. Enfin, on a discuté des matchs amicaux au Maroc. Je ne sais pas, mais les informations qui me parviennent font état de ce que ce regroupement-là, ce stage-là aurait lieu en Tunisie pour pouvoir s'acclimater
et puis ensuite aller en Algérie, il faut le dire, ce n'est pas le même climat actuellement. C'est l'hiver dans le Maghreb, donc les matchs vont se jouer sous des températures basses. Il va falloir aller s'acclimater. Mais à parler de matchs amicaux, c'est dommage que jusqu'à présent, on ne nous annonce aucun calendrier de matchs amicaux, parce que si c'est pour aller jouer contre des équipes corpo de Tunis, je ne sais pas à quoi ça va nous avancer. C'est un peu là mon inquiétude, mais je peux faire confiance à Aïdara Soualio, qui n'est pas un entraîneur de la dernière pluie, il a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui sait travailler dans la difficulté. Et je pense que, j'espère que le programme de préparation qu'il va soumettre à la fédération, ce programme-là sera entériné pour qu'on ait une équipe compétitive. Parce que là, il n'y a plus de tests à faire. Je pense qu'Aïdara, il a déjà son équipe. Et une semaine avant la compétition, on doit donner la liste définitive à la CAF. Ce n'est plus le moment de faire des tests. C'est terminé. Là, maintenant, ceux qui l'appellent, c'est carrément des gens qui sont prêts à faire partie du groupe final. Et ils auront au moins 15 matchs dans les jambes. 15 matchs de Ligue 1 dans les jambes. Et ça, c'est un véritable atout physiquement pour cette équipe. Alors, pour parler du programme de préparation, je crois qu'à partir du 24 déjà, l'équipe sera à Yamoussoukro, où il y a un stage bloqué du 24 au 6 janvier. Et du 24 au 29, pardon. Du 24 au 29 janvier, il y a un stage à Yamoussoukro. Et du 29, départ pour la Tunisie, comme a dit Magloire. Du 29 au 6 en Tunisie, où il y aura des matchs amicaux. Je ne sais pas contre qui, mais il y aura des matchs amicaux. Et puis le 6 décembre, départ sur l'Algérie, où la compétition va se tenir. Donc voilà, comme on parlait d'acclimatation. Donc voilà. Mais avant ça, il ne faut pas oublier qu'en octobre déjà, il y avait eu 3 regroupements externes. Du 12 au 14, du 17 au 19 et du 24 au 26. Donc il y a eu 3 regroupements externes au Stade Robert Champrou. Donc il a eu le temps de travailler avec son équipe, de voir de nouveaux joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le championnat, qui est la meilleure préparation également pour les athlètes, on parle de 15 journées, il y a des joueurs qui se sont illustrés. Quelques joueurs qui peuvent venir renforcer cette équipe-là. Donc, ils sont illustrés. Donc, Aïdara a profité pour faire 3 regroupements externes. Donc, voilà pour ce qui est de la préparation. Un stage à Yamoussoukro, un stage en Tunisie avant de rallier l'Algérie où aura lieu la compétition. Mais en tout cas, il y a déjà un groupe. Le groupe, il est constitué. Mais je pense que, moi, pour ce que j'ai vu dans ce championnat-là, il y a des joueurs qui méritent de partir à cette compétition-là. Peut-être qu'on reviendra sur des joueurs qui peuvent intégrer le groupe, mais en tout cas, il y a des joueurs qui, pour moi, ont largement leur place dans le groupe d'Aïdara Soualio. Seyd Akouri. Écoutez, comme l'a dit Aimé, rien ne change dans la compétition. Ce sont les championnats. L'indice de performance qu'on a pour pouvoir rallier ou faire une sélection, c'est le championnat. Heureusement que pendant la Coupe du Monde, notre championnat ne s'est pas arrêté. Et comme l'a dit Aimé, 13e journée, 14e journée, la 15e, c'est ça qui donne le gaz, c'est ce qui donne le rythme aux joueurs. Donc, je pense que nos joueurs vont arriver avec cet atout considérable qu'est le championnat. Maintenant, comme il a dit Kader, en mois d'octobre, il y a eu des regroupements. Mais d'ici là, eh bien, l'eau a coulé sous le pont. Il y a des révélations dans notre championnat. Il y a des équipes qui sont illustrées de fort belle manière, comme comme l'équipe de Lys de Sassandra, comme la SOA et Denguélé, qui ont été des révélations. Alors, mais il ne faut pas oublier qu'Aïdara a déjà son squelette. Quand je parle de son squelette, sa colonne vertébrale qui lui a permis de se qualifier contre l'équipe du Burkina. Et donc, on va retrouver sûrement ceux qui étaient là contre le Burkina, les Doua Séniko, les Koulibaly Salif, les Doumbia Isiaka, Djiri Aboulaye, Traoré Seydou. Doua Séniko n'est plus là. Doua Séniko n'est plus là parce qu'il est parti, pardon. Mais je veux dire que d'ici là, depuis octobre jusqu'à maintenant, dans notre championnat, il y a eu des révélations, comme à Sol FC et peu partout. Donc, il faut qu'ils ratissent large pour pouvoir avoir une équipe commando. Mais comme je le dis, on revient à ce CHAN-là pour dire que l'édition précédente a été remportée encore par le Maroc. On va dans un pays du Maghreb, il y a peut-être certains joueurs qui n'ont pas connu l'hiver ici, et l'hiver en Côte d'Ivoire, qui vont devoir s'acclimater. Mais je veux dire que Aïdara a sa petite idée, puisque dans notre groupe, comme vous le dites, on aura le Sénégal, on aura la RD Congo et l'Ouganda. Alors, nos adversaires, dans quel état de forme sont-ils? Le championnat sénégalais, le championnat du Congo et le championnat de l'Ouganda. Alors, c'est par rapport à cela. Il faut voir les forces en présence. Notre championnat était classé 14e dans le ranking CAF.
Aujourd'hui, on a des équipes, des nations qui ont un championnat un peu mieux classé que nous, mis à part l'Ouganda. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir se préparer normalement, mentalement, pour être prêt. Mais comme je dis, notre championnat a montré de belles choses. Il ne faut pas qu'il s'arrête sur le squelette seulement qu'il a eu pour la qualification. Il y a des révélations. Il faut les utiliser, il faut les mettre dans la sélection pour pouvoir changer la donne ou pouvoir apporter une valeur ajoutée à notre équipe nationale. Vous êtes d'accord avec lui? Il faut changer le squelette là? Non, ajouter. Il ne changera pas le squelette. Ben, je connais un peu les méthodes d'Aïdara Swalio. C'est quelqu'un qui conserve son groupe avec lequel il a disputé les éliminatoires. Il a eu à le démontrer à toutes les compétitions, que ce soit en U20, en U23, que ce soit, comme on appelle, pour les JO. Il a toujours gardé, à moins que les joueurs ne soient blessés, mais sa base, c'est d'abord les joueurs avec lesquels il a eu à travailler. Ceux-là qui ont accepté de venir, qui ont cru en lui. Parce qu'il y a des joueurs qui faisaient le malin. Il y a des joueurs qui faisaient le malin, qui ne voulaient pas venir, qui se croyaient, qui se voyaient peut-être entamer une carrière professionnelle, et puis bon, finalement, qui sont restés au pays, et puis bon, maintenant, qui sont intéressés par la compétition. Mais Aïdara, lui, les joueurs qui ont cru en lui, ceux qui l'ont considéré en premier, ceux avec qui il a eu à souffrir, ceux-là, je pense que déjà, il a coché leur nom, à moins qu'il ne soit blessé. C'est là que se pose un problème, peut-être on va en parler, prendre des gardiens de but, par exemple. Ça c'est... Mais on connaît Aïdara, il est parti au JO avec Tapé. Il est parti au JO avec Tapé, donc qui n'était pas mauvais, mais il y avait quand même des gardiens qui étaient beaucoup plus en forme que lui, mais il a fait confiance à Tapé, et puis Tapé lui a donné raison. Donc c'est quelqu'un qui aime fonctionner avec ceux avec qui il a eu à faire les éliminatoires. Je pense qu'il aura des renforts, mais pas beaucoup de renforts. Et sa liste va faire grincer beaucoup de dents, mais peut-être ce sont les résultats qui vont lui donner tort ou raison. Mais c'est quelqu'un qui est très têtu quand il s'agit de faire sa liste. Il part sur la base de ceux avec lesquels il a eu à travailler, il a eu à souffrir au Maroc pour obtenir la qualification face au Burkina. Chichi-Aimé? Oui, alors sur le squelette de l'équipe, oui, je suis parfaitement d'accord avec les autres. Mais si dans ce squelette, les bases, les joueurs de base ne sont plus en forme, on fait comment? C'est là. On fait comment? C'est ça le problème. Parce que Serge parlait de Douas Sénico. Oui. Douas Sénico fait partie de cette base. Au départ. Non, c'est lui-même là même, c'est lui-même, ce Douas Sénico là qui a créé problème. Non. Folie. Il a abandonné l'équipe. Attends, il a abandonné l'équipe, Douas Sénico. Ne joue pas. Oui, mais entre abandonner l'équipe et faire partie du squelette, il y a une différence. De toute façon, il n'est plus là. Voilà, il n'est plus là. Il va falloir le remplacer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais, ça veut dire d'ici là, d'octobre à aujourd'hui. Est-ce que ceux qui ont joué contre le Burkina aujourd'hui, là, est-ce qu'ils sont en forme dans l'état? Voilà, c'est ça aussi. Ce que vous dites, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont réguliers dans le championnat à l'heure actuelle? Voilà, ça aussi, c'est vrai. C'est ça. Ça, c'est un indice, c'est vrai. Voilà des choses. Donc, et ce que nous avons toujours décrié ici, c'est qu'aucune place ne doit être garantie pour un joueur, quel que soit son club dans une sélection nationale. C'est les joueurs en forme du moment qu'il faut prendre. Bien sûr, effectivement. On ne va pas raser tous ceux qui étaient là avant cette compétition, mais il faut donner la chance à tout le monde. Et tout le monde regarde le championnat en ce moment. Certes, ça va faire graisser des dents, mais il faudra regarder ailleurs pour voir les nouveaux éléments qui arrivent. En tout cas, il y a des profils, Oui, il y a des profils très intéressants qui frappent à la porte. André Cyril, du côté de Lys Sassandra, ce latéral qui évolue en tant que latéral, mais aujourd'hui qui est positionné en avant, qui apporte ce rôle de piston-là. Oui. Vous avez des joueurs comme Outro Patrick, très jeune joueur, mais qui a beaucoup de talent, qui pour moi, ou bien le Koro Koulibaly de son FC, Villevoltan, qui est capable de provoquer. Il y a des joueurs qui frappent à la porte. Après, Aïdara Swalio peut décider de partir avec son groupe, mais après, comme Magloire l'a dit, il peut réussir ou échouer. Mais je pense qu'il doit aller avec les meilleurs hommes du moment. Moi, ce que je crains aujourd'hui, ce n'est pas Aïdara Swalio. Ce sont les dirigeants qui sont autour. J'espère qu'on va laisser Aïdara Swalio faire son groupe et ne pas lui imposer des joueurs. Merci. Parce que l'épisode de Douas Sénico,
Nico devait jouer le match contre le Burkina ici. Exactement. C'est pas par quelle magie il s'est retrouvé en train de faire, je sais pas, un transfert. C'est ça aussi, le problème, c'est ça. Pas un transfert, un essai. Un essai. C'est ça qui est Il faut grave. respecter la sélection ivoirienne. Il faut, quelle que soit la sélection, il faut la respecter. Il faut laisser Aïdara Choualio travailler. Il ne faut pas venir lui, parce que ça va devenir un petit marché, un petit business pour certains présidents de clubs qui vont vouloir proposer des joueurs pour pouvoir les revendre. Il ne faut pas que ça arrive. Et c'est ça aujourd'hui. Il faut qu'Aïdara soit fort. Si ce problème doit se poser à lui, il faut qu'il ait le courage de dire, monsieur, je rends le tablier. Alors, écoutez, on n'a pas, s'il vous plaît. Oui. Pour aller dans le même sens que Kader, pour rassurer Kader, vous savez que c'est un garçon, Aïdara Choualio, c'est quelqu'un qui a de la personnalité. Et pour ça, je sais pouvoir compter sur lui. On peut compter sur lui. Parce que c'est quelqu'un qui peut te regarder dans les yeux et te dire ce qu'il pense. Voilà, c'est ça aussi qui fait que peut-être que, bon, il est recalé à certains endroits, mais c'est quelqu'un qui a foi en ce qu'il fait. Et il sait transmettre sa foi en ce joueur. C'est pour ça qu'il a tué. Parce que le capitaine de la sélection du Chan, c'est Doua Sénigo. C'est lui le capitaine. C'est lui le leader. Et il n'est plus là. Bon, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a la chance, comme Magloire l'avait signifié, de tomber sur un entraîneur qui sait travailler dans des missions difficiles. On l'a vu aller aux Jeux Olympiques. Personne n'aurait parié un sou sur la performance des éléphants pour aller aux Jeux Olympiques. Comment après les séances d'entraînement à Songon, de Songon à Tokyo. Et de Songon à Tokyo, sur un terrain, un champ de patates, il nous réussit l'espoir d'arriver jusqu'en quart de finale. Donc Aïdara est un monsieur commando qui sait travailler dans des conditions difficiles. Quand on l'a nommé, vous savez qu'il a eu 2 matchs amicaux, je crois, au Togo, pour pouvoir préparer cette sélection. Et donc, il a l'habitude de travailler dans des conditions difficiles. Donc, je pense, en tirant les expériences de cette affaire des Jeux Olympiques, aujourd'hui, il est sélectionneur de ce CHAN-là. Alors, on va pouvoir compter sur lui pour cela. Tete a dit qu'il était un entraîneur de caractère. On en a besoin pour pouvoir discipliner une équipe et aller loin. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que le championnat de Côte d'Ivoire est au rabais. Il n'y a que ce CHAN-là pour montrer à la face de l'Afrique que nous pouvons nous surpasser et pouvoir titiller les nations les mieux qualifiées et les mieux placées. Et donc, je pense qu'on doit, comme on l'a dit, ratisser là. Je l'avais dit une fois ici, même en D2, si vous avez des joueurs de qualité qui peuvent apporter, il faut les mettre dans la sélection. Parce que la sélection n'est pas seulement de la Ligue 1. Elle n'est pas fermée. Tous ceux qui peuvent apporter du talent, j'espère qu'ils scrutent tous les matchs de championnat pour voir ce qu'ils nous apportent. On a un challenge, on est éliminé dans beaucoup de compétitions. C'est la seule compétition dans laquelle nous sommes qualifiés. Donc vraiment, il va falloir redorer le blason pour dignement représenter notre pays. Alors, à ce niveau-là, Magloire, on va parler tout à l'heure de la recherche de garder le but aussi. Mais avant, est-ce que la DTN ne doit pas avoir sa main aussi dans le choix des joueurs? Non, sans sourciller, je peux vous dire que l'équipe nationale A-Prime, qui est dirigée par Aïdara Choualio, c'est l'affaire de Aïdara Choualio. La direction technique nationale a trop à faire. Est-ce que quand vous dites que c'est son affaire, oui. C'est lui le responsable. C'est pas trop aller un peu trop fort? Non, non, non. Je connais l'homme. Oui, mais c'est son équipe, l'équipe nationale, le Côte d'Ivoire. La direction technique travaille pour le développement. La direction technique nationale a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Elle ne peut pas s'encombrer dans quelque équipe nationale que ce soit. Vous êtes sûr que la direction n'aura pas son mot à dire dans le choix des joueurs? Non. Mais elle agit en tant que conseillère également. Ce n'est pas un duel, c'est un duo. C'est un duo. Non, mais la direction technique Kader, la direction technique a beaucoup à faire. Ouais. Non, je veux dire, ils peuvent agir en termes de conseil. Parce qu'ils viennent très souvent au stade. Au stade, oui. Ils sont réguliers au stade. Et on les voit noter, prendre les notes et les joueurs. Ce n'est pas eux qui lui dictent. Ah oui. Ce n'est pas eux qui lui dictent à Aïdara Choualio les choix qu'il doit opérer. Honnêtement. Ils agissent peut-être en termes de conseil, parce qu'ils sont tous techniciens. Voilà. Vassiliki Diabaté, qui est l'adjoint de Aïdara Choualio, est à la DTN. Vous avez Daoula Sina qui est là, qui a travaillé également avec Aïdara Choualio. Donc ils se connaissent tous. Ils sont d'abord des amis, ils sont d'abord aussi son collègue. Donc ils peuvent agir en termes de conseil, mais pas avoir une autorité sur Aïdara Choualio en lui imposant quoi que ce soit. Parce qu'il faut noter que même notre DTN qui vient d'arriver, Ludo Leblanc, il vient d'arriver. Aïdara est plus ou moins ancien dans l'œil et la vision du football local. Je ne pense pas qu'il ait autant d'expérience qu'un homme comme Aïdara par rapport au football local. Donc je veux dire, ils peuvent, comme il dit, travailler en harmonie. Parce que la DTN dans un pays, c'est quoi?
La DTN est chargée du développement du football Voilà. et de l'organisation du football, du football des jeunes, de la détection. Donc, ils sont accaparés par beaucoup de tâches. Ce monsieur est arrivé, on l'a secondé par Alain Guamene qui a quand même une expérience locale. Mais je ne crois pas qu'il ait suffisamment d'expérience pour dire, par exemple, sur le football local, ce que Aïdara Choualio doit faire. Aïdara a emmagasiné pas mal d'expérience. Il a été entraîneur de club, il a été entraîneur de sélection. C'est le patron. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, logiquement, il est armé pour nous amener très loin. Maintenant, comme on dit, il ne faut pas que des gens interfèrent dans son travail. Il faut le laisser travailler sérieusement. Quand il y aura des échecs, c'est à lui que la responsabilité sera apportée. Donc, il faut qu'on lui laisse la latitude de travailler normalement, de prendre les meilleurs du moment, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, pour nous donner une équipe commando pour aller jouer en Algérie. Ce qu'il va considérer comme meilleur. Non, oui, je veux dire... Magla Diop, vous êtes sûr et certain que c'est Choualio seul qui fera ses choix? Si ce n'est pas lui seul, c'est que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que ce n'est pas le rôle de la DTN de s'immiscer dans le travail du sélectionneur de l'équipe A'. Je suis désolé. C'est une sélection de seniors. C'est une sélection de seniors. Ce n'est pas une sélection de U15 ou de U12 ou bien de U17. Donc, les sélections de jeunes sont suivies. C'est la DTN qui forme même les sélections de jeunes. Ça, c'est sa prérogative. Mais quand on commence à monter au niveau même des U23, la DTN commence à se mettre en retrait à partir des U23. Donc, elle n'a absolument rien à dire dans le travail d'Aïdara Choualio. Elle n'a aucun conseil à lui donner. Tout ce qu'on lui demande, c'est de nous mettre en place le championnat des jeunes. Il n'a qu'à laisser Aïdara travailler. Ça fait 8 mois que le président Idriss Diallo est là. Avant qu'on parle, on dit non, ça fait 1 mois, il est là. Quand on parlait, ça fait 2 mois. Ça fait 8 mois, hein? On s'en va dans 1 an. Il faut se mettre au travail sérieusement pour nous mettre en place ce championnat des jeunes-là. C'est ce qu'on attend de Ludovic Bateri et son équipe. Qu'il laisse Aïdara faire son travail. Après, il va rendre compte. Moi, c'est ce que je pense. Si ce n'est pas le cas, ça a toujours été comme ça. Le sélectionneur, de toute façon, Guamene Maxime. Qui va... Maxime. Alain, directeur non, technique je parle de adjoint. Maxime, c'est lui qui était l'ancien sélectionneur de l'équipe locale. Oui. Qui va aller mettre sa bouche dans le travail de Guamene Maxime, tel que vous le connaissez là? Personne. Et il a fait son travail lui-même, il a échoué lui-même. Voilà. Donc, on le laisse travailler tranquillement. La DTN n'a absolument rien à dire. Qu'elle nous organise ce championnat de jeunes-là dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on lui demande. 1 point, 1 trait. Le reste, ce n'est pas son problème. Le CHAN, que Aïdara et son équipe, son staff, se mettent sérieusement au travail. Après, ils vont nous rendre compte. Alors, comment vous allez trouver les gardiens de but? Parce qu'il y a une inquiétude à ce niveau. Ah, là, c'est compliqué. Mais non, il y a beaucoup de gardiens. C'est à Choualio de trouver. Hein, oui, parce non, que là, personne ne doit s'ingérer. Hein, non, oui, bon, ce que je vais dire avant que MB et choses continuent, là, il y a un gros souci. Il y a un gros souci parce que les gardiens avec lesquels il a eu à travailler sont soit partis hors du pays, c'est le cas de Fofana Issa, soit actuellement, ils sont remplaçants en club. Le cas de Ayaï Charles, qui ne joue pas le Poli, et même de Edan Drin, Urich, qui a été supplanté dans les buts de la FAD. Là, c'est un gros souci. Qu'est-ce qu'il va choisir? Mais je pense que, tel que je connais Aïdara, même si ses gardiens sont remplaçants, c'est eux qui vont prendre. Mais en même temps, vous dites que pour jouer en équipe nationale, on ne prend que les joueurs en forme du moment. Non, moi, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Non, moi, c'est parce que il y a toujours des exceptions. Moi, c'est pas ce que je dis. Hein. Il y a toujours des exceptions. Moi, je vous dis, oui, il y aura des renforts. C'est clair que sur les 3 gardiens, je ne sais pas si c'est 23 ou 26. Ouais. Si la CAF va copier le modèle de la FIFA pour le mondial, si c'est 26, même si c'est 26, ça sera 3 gardiens. Et je pense qu'il va garder ces 2 anciens et puis prendre parmi les gardiens les plus en forme du moment, parce qu'il y en a beaucoup, il va prendre un, mais celui-là ne sera pas titulaire. Il ne sera pas titulaire. Aïdara, dans son plan de travail, il part sur une base de ceux avec qui il a eu à travailler et il apporte des renforts. Pour lui, ce n'est pas
les plus en forme du moment. Il n'a même plus le temps pour ça. Il a mis en place un projet de jeu. Il estime qu'il y a des joueurs qui rentrent. Ça m'étonne. Parce que s'il veut entrer dans la politique qui consiste à prendre les joueurs les plus en forme, je pense que c'est 70% de son équipe qui va changer. Mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Parce qu'il y a des joueurs qui sont actuellement même en baisse de régime. C'est un gros problème pour Aïdara. Non, je pense qu'il faut, Sébastien, je pense que la forme du moment est un indice important. C'est vrai qu'il a son squelette, mais la forme du moment est un indice. Parce que si vous n'avez pas un joueur qui est en forme, qui n'est pas dans la performance, ça peut vous porter préjudice. Je pense que l'indice de performance, c'est notre championnat. Aujourd'hui, quand vous regardez le championnat, la SEC, qui avait des matchs en retard, a repris la tête. Après la SEC, quelles sont les équipes qui se sont illustrées? On voit des équipes comme le Lys de Sassandra, on voit l'équipe de la SOA, on voit qu'ils remontent. Donc, alors, si on regarde les performances, il faut tenir compte de cela pour pouvoir constituer une sélection. Certes, vous avez un commando qui vous a permis de vous qualifier, mais si d'ici là, votre commando, il y a d'autres joueurs qui se sont illustrés, ne répondent plus. Il va falloir trouver une solution de remplacement. Il n'y a que le championnat qui peut nous permettre d'avoir comme indice de performance nos joueurs. Donc je pense que c'est important. Maintenant, il peut aussi avoir, comme il a dit, un gardien. Ayaï Charles, il a plus de la trentaine, il a un peu d'expérience, ça peut servir. Même s'il est aujourd'hui supplanté par Diakité Amin Alimi, qui est le gardien de la SEC titulaire en ce moment au championnat, mais Ayaï, même s'il est sur le banc, peut apporter son expérience. Donc on peut faire un savant dosage de joueurs expérimentés, même qui ne sont pas titulaires, avec des jeunes qui sont dans la forme du moment pour faire une équipe commando pour la Côte d'Ivoire. Donc ça aidera de pouvoir faire ce mélange-là pour nous donner un cocktail très important, parce que là-bas, c'est le haut niveau africain, et puis il ne faut pas prendre ces compétitions du CHAN à la légère, car aujourd'hui c'est une vitrine pour pouvoir mettre en valeur les joueurs qui n'ont pas la chance d'être professionnels à travers cette compétition. Je pense que la CAF l'a créé dans ce sens-là. La plupart du temps, certains joueurs étaient frustrés de jouer uniquement le championnat et de ne pas jouer la CAN. Même pas porter le maillot national. Même porter le maillot national. Donc aujourd'hui, cette compétition-là est venue pour permettre de faire une exposition de nos joueurs qui évoluent sur le plan local. Et il faut prendre donc cette compétition-là au sérieux. Le Maroc l'a bien compris, ils ont mis du sérieux. RDC. La RDC aussi, ils l'ont bien compris. La preuve, remarquez, ces pays-là ont toujours leur club en compétition. La SEC va jouer avec le tirage qui a été fait contre Darling Motema Pembe, contre les Diables Nord du Congo-Brazzaville. Le Maroc a toujours le WAC et le Raja qui dominent notre championnat. Donc je veux dire, c'est une compétition à ne pas prendre à la légère, même si pour l'instant, on n'a pas pu remporter cette compétition, même si on a été le premier pays à l'organiser ici en 2009, où on est sorti malheureusement au premier tour. Alors, est-ce qu'on peut trouver un attaquant de pointe performant pour... Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Mais ils n'ont pas encore fait leur preuve au plan international. Un garçon comme... parce que justement, ils n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer sur le plan international. Il faut bien commencer un jour aussi, quand même. Voilà. Oui, mais c'est ça qui arrive là. J'étais dans le bain. Ah oui, un garçon comme Yaya Sogodogo de la Soa, il s'affirme de jour en jour. Mais même Wotro Patrick, comme il a dit, de Lys, formé à la SEC, lui seul a reçu le doublé dans le duel Lys de Sassandra Sporting Club de Gagnois. Il a un physique de déménageur, il culmine au plus de 1m86. Maglo a dit peut-être qu'il a de l'inexpérience, mais il faut bien qu'on le jette dans le bain une fois. Non, lui il est vraiment un des joueurs actuellement qui nage dans le championnat ivoirien. Il y a Traoré Seydou aussi du Racing. Oui, bon, mais je pense que Wotro a actuellement beaucoup plus de... il est beaucoup plus percutant, il est beaucoup plus convaincant. Convaincant, voilà. Actuellement, donc pour moi, on peut surfer sur ça. C'est quelqu'un qui... On peut surfer sur ça. Comme on appelle, qui peut apporter une plus-value. Ça veut dire que... Maintenant, le problème, c'est que... bon, je vais terminer en même temps et puis tu vas parler. Ça veut dire que pour ce poste de numéro 9, on avait un véritable problème, puisque les numéros 9 étaient tous partis à l'extérieur. Ils étaient tous partis. Donc, l'entraîneur avait dû se rabattre sur Sankara Karamoko, qui avait été convaincant dans les matchs amicaux. Mais face au Burkina, il n'a pas été... Il a été muet. Voilà, il n'a pas été très bon. Mais je pense qu'il est toujours dans les plans d'Aïdara. Mais
est-ce que c'est sur lui qu'on va compter? Quand on regarde le championnat, la réponse est non. Il faut chercher un autre avant-centre. Et je pense que quelqu'un comme Woutro, il est quand même assez convaincant. On peut partir avec lui. Maintenant, le football, sa chance. Voilà. Maintenant, le football moderne aussi, il faut avoir plusieurs solutions de rechange. On a vu aujourd'hui la France qui a fait sortir Olivier Giroud et qui a fait rentrer des petits lutins qui ont manipulé la défense marocaine. Ça aussi, c'est possible. En mettant comme avance, aujourd'hui, Lionel Messi joue avant-centre. Mais ça suppose que vous devez avoir des joueurs qui savent jouer au ballon. Voilà, c'est ça. Donc, il faut être quand même dans la variation. Je pense que ça peut être une autre solution. Sinon, effectivement, on a actuellement un gros problème d'avant-centre et le seul qui me convainc actuellement dans notre championnat, c'est Woutro Patrick. Il y a Woutro Patrick, certes, mais il y a Yaya Sagodougou. Bon, lui, est-ce que lui, il est vraiment un avant-centre? Oui, mais... Non, il est plus... Il est plus extérieur. Oui, mais... Tu as parlé de gens qui ne sont pas avant-centre. Ah, d'accord. Mais qu'on réussit à mettre... Sagodougou, il joue dans le même... Regardez, un garçon comme Zouzoua Pakom, quand il s'est marqué des buts, et il parle de l'extérieur, il parle de loin. Voilà, et tout ça, ça fait... Ce sont les ingrédients. Mais également, c'est l'autre plan de jeu. Voilà. Il y a également Ouattara Romaric qui a également 6 buts. Qui a 6 buts, qui ont Paul du numéro 9 également, qui est très bon dans les airs, dans le domaine aérien. Mais après, oui, ici, il y a une compétition, beaucoup de choses peuvent arriver. Il a parlé d'un jeune qui joue au Lys, le capitaine, là, Habib Cyril, Andé, le capitaine qui était défenseur aujourd'hui qu'on a repositionné, qui est très performant et qui est quand même à la base des succès de son équipe actuellement, le Lys. Il y a aussi des joueurs, comme on l'appelle, à la SOA. Il faut ratisser large. Moi, je pense que la sélection ne doit pas être exclusivement à des clubs de légende. Et que dit de Wayou Constant? Wayou, le milieu de terrain du FC San Pedro. On va parler ensemble du Sénégal, RDC, Ouganda. C'est la poule de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois? Écoutez, je pense que le match face au Sénégal sera très important, le 14 janvier. Ce match-là qui va se jouer à Naba, à 19h d'Abidjan. S'il y a un match à gagner, c'est bien ce match-là. Et à tout le moins ne pas le perdre. Parce que la suite sera compliquée. Parce qu'après ça, on enchaîne avec la RDC. Et je pense qu'en l'état actuel, la République démocratique du Congo a plus de qualité que nous. Ils ont plus d'expérience que nous. Parce que leurs clubs sont toujours, pas dans les Coupes d'Afrique, mais en phase de poule. C'est ça. Et ils jouent même quelquefois des phases à élimination directe. Donc c'est très important. Et je pense que ceux-là, pour moi, ils sont un peu au-dessus. Donc la deuxième place va se jouer entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la RDC. Et l'Ouganda. Donc il aura un petit championnat à 3. Donc déjà face au Sénégal. Le Sénégal actuellement... en termes de championnat, comment la compétitivité des championnats, nous avons une avance sur le Sénégal. Le problème que nous avons, c'est que les Sénégalais, c'est des compétiteurs redoutables. Donc ce match-là, pour moi, il est très important. Si on le gagne, je pense qu'on ira au tour suivant. Par contre, si on le perd, je pense que les carottes seront cuites pour nous. C'est le match à ne pas perdre. Voilà un peu ma lecture de la chose. Bien battre le Sénégal, faire ce qu'on peut face à la RDC et puis voir ce qu'il y a lieu de faire face à l'Ouganda parce que là aussi, c'est un client sérieux. D'accord. C'est un client sérieux, l'Ouganda. Sébastien, il y a un élément fondamental qu'il faut noter. C'est vrai que certes, Malgloire a parlé du Sénégal et de la RDC, mais il y a un indice qui s'est passé en Ligue des Champions récemment qui montre que ne pas prendre l'Ouganda à la légère. C'est une équipe ougandaise qui a éliminé le TP Mazembe, Viper. Ça veut dire quoi? Et le TP Mazembe est un habitué de la Coupe d'Afrique et des coupes africaines. Aujourd'hui, cette équipe ougandaise a fait sortir le TP Mazembe. Et pour cela, l'entraîneur a été limogé. Donc, c'est vrai, on n'a pas une idée de l'Ouganda, mais le club, en Ligue des Champions, a sorti quand même un gros. Donc, il faut faire un peu attention. Quant au Sénégal, on a vu le club de Tanguet, qui est sorti l'année qu'on a connue. On connaît le légendaire Djaraf de Dakar. Mais aujourd'hui, dans quel état de forme c'est-il? Je veux dire qu'il ne faut sous-estimer aucun adversaire. Absolument. Il ne faut sous-estimer aucun adversaire. Certes, il y a certains qui parlent avec une longueur d'avance due à l'expérience,
comme TP Mazembe et la RD Congo, avec TP Mazembe et l'équipe de Moutemba Pembe. Et le Vita Club. Le Vita Club, ce sont des clubs légendaires qui sont toujours dans nos compétitions. Mais l'Ouganda, avec ce qu'ils ont réalisé tout dernièrement, il ne faut pas les prendre à la légère. C'est ce que je voulais dire. Ouais, ce qu'il faut ajouter à cela, après ce que vous avez dit tous les deux, c'est que des équipes comme TP Mazembe, c'est l'équipe qui regorge d'énormément d'expatriés. Ça aussi, ce n'est pas faux. Voilà. Mais V-Club, ils ont des locaux. Voilà. Non, mais actuellement, attention, le TP, il y a des joueurs qui sont venus du centre de formation, mais qui sont là actuellement. Il y a beaucoup d'étrangers comme il ne faut pas les sous-estimer. Comme vous dites, il ne faut pas les sous-estimer, mais toujours est-il que ces équipes-là sont constituées à majorité d'étrangers. Même l'Hippopo, vous voyez l'Hippopo, voilà. Saint-Éloi, l'Hippopa, voilà. Donc vous voyez que... Allez-y, voilà. Moi, j'espère. Mais j'avais pas fini, Sébastien. J'espère que... vous n'avez pas fini? Allez-y. J'espère que le cas Walid Regragui avec le Maroc a inspiré nos sélectionneurs ici. Qu'on ne va pas dire non, il y a TP Mazembe là, attention, il y a l'Ouganda. Non, il faut se concentrer sur nous-mêmes. Nos garçons ont du talent. Il faut qu'ils se donnent comme challenge de passer ce premier tour là. Que ce soit le TP Mazembe, que ce soit la RD Congo, l'Ouganda ou le Sénégal, il faut faire abstraction de tout ça, se concentrer sur soi-même pour produire le meilleur football. Dakoni l'a dit, il n'y a pas plus belle vitrine que ça. Là, on a échoué en compétition des U23. Là, le CHAN se présente comme une belle occasion, une belle vitrine pour montrer de quoi on est capable. Il faut arrêter de penser, parce que si le Maroc voulait regarder la Belgique, la Croatie, il vous assure que depuis longtemps... On parle des forces, c'est pas façon de parler. Ouais. Mais je veux dire, il faut qu'on soit confiant, il faut qu'on aille avec cette volonté. Absolument. Okay, de l'optimisme. Et ces garçons-là ont du talent. Ceux qu'on a cités ici, et on a un entraîneur, comme on l'a dit, qui est besogneux, qui est Aïdara Chalou, qui connaît, qui a l'expérience, qui est malicieux, et qui pourra tirer le meilleur de ces garçons. On l'espère. On l'espère vivement. Là, je voulais intervenir pour dire que cet entraîneur-là, il a un langage, je ne sais pas d'où il sort ses forces, mais il a une façon de parler à ses joueurs, et ses joueurs sont régulièrement réceptifs. Tout le temps. C'est ça le côté magique de Choualou Aïdara. Regardez, moi, je me rappelle toujours de ce match-là, Côte d'Ivoire-Guinée, avant les Jeux Olympiques. Les 2 derniers matchs. Oui. Côte d'Ivoire Olympique, on est battu ici 2-1 au Stade Fourbagny. Ouais. Mais il arrive à motiver ses joueurs de telle sorte que les Ivoiriens renversent la vapeur là-bas à Conakry. Mais c'était extraordinaire. J'ai toujours ça. Mais il a répété les mêmes choses lors des Jeux Olympiques. Sauf que dans les dernières minutes, la fatigue aidant, on a été éliminé par l'Espagne. Donc c'est quelqu'un qui sait motiver ses joueurs. Et je pense que quel que soit le joueur qu'il aura avec lui, il pourra s'en sortir. Il ne faut pas nous faire peur. Il ne faut pas qu'on se fasse peur. Il ne faut pas qu'on fasse peur aux jeunes gens. Ils sont tous sur le même pied d'égalité. C'est vrai qu'il y a quelquefois les valeurs individuelles dans les championnats, mais ces éléphants à prime là peuvent représenter dignement. D'autant plus que Magloire a souligné le nombre de pays contre lesquels il ne faut pas perdre. Le Burkina, le Sénégal, la Guinée, le Mali. Il ne faut pas perdre contre ces quatre-là. C'est des débits. Le Sénégal, on ne doit pas perdre. Voilà. Ça, c'est clair. Non, mais ça, eux, ils le savent. Absolument. Maintenant, il faut noter un élément qui est important. Oui. C'est que quand vous partez en compétition africaine, il y a aussi l'expérience. Et on sait que nos équipes comme la SEC Mimosa, comme Gagnois, il faut aussi que des équipes qui soient habituées aux joutes continentales ont des joueurs qui savent ce que l'espèrent. Vous pouvez avoir du talent, mais si vous arrivez, vous n'avez jamais voyagé, que vous êtes tétanisé par l'environnement, vous prenez un Wotro Patrick, le froid. Non, vous prenez un Wotro Patrick qui n'a jamais voyagé, certes qu'il a du talent sous nos tropiques ici, qui va aller, qui n'a jamais joué de Coupe d'Afrique. Non, je ne suis pas contre son talent, mais je veux dire, c'est important. Un homme comme Zouzoua Pakom, il a voyagé, il a joué avec la SEC, il a de l'expérience. Un homme comme Guama Marc, avec Gagnois, il a voyagé. Vous prenez Atoula, voilà. Mais je veux dire, vous savez, Serge. Non, c'est important. Aimé, nous, on a participé au Festival international de Toulon. Oui. En été ou en hiver? En hiver. Oui, mais vous étiez... Où le ballon ressemblait à un caillou. Oui, mais ça, c'était... Toulon, c'était... Mais ça ne nous a pas empêché d'aller jusqu'à demi-finale. Je n'ai pas dit non, mais on jouait à Marseille où le terrain était complètement gelé. Mais Toulon, c'est quand même la détection. C'est pourquoi c'est les U17, U15. Toulon, là, le festival. Donc, je veux dire que l'expérience aussi, ça sert. Une ossature à sec Mimosa,
avec des joueurs d'expérience, on peut en utiliser. Des joueurs comme Gagnoua qui ont connu l'Afrique, on peut en utiliser. Maintenant, vous pouvez avoir... Moi, je venais de Gagnoua pour aller à Toulon. Bon, vous voyez, de Gagnoua à Toulon comme de Sombre. Alors, monsieur, on n'aurait pas eu une dernière question. Hein, est-ce qu'on a des chances? Ah oui. Tout est possible en football. Tout est possible. Tout est possible en football. On l'a vu durant ce mondial. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'est pas forcément le meilleur championnat au niveau ranking. Mais comme on dit, avec la volonté et la détermination, tout est possible. Alors, Déjà sorti des poules, moi, ce serait un la espoir. première étape. c'est une très bonne chose. Ce serait une bonne chose. Sorti des poules, ce serait une bonne chose. Tu t'es aimé? Aïdara Choualou est capable, lui, de monter une équipe commando pour aller gagner cette compétition. Gagner. C'est pour aller gagner ou bien participer? Roger, non, je veux dire que Samuel Eto'o a dit que le Cameroun partait gagner. Allez-y. Non, moi, cette Oui. équipe, si elle ne tombe pas sur l'Algérie, Pays hôte, hein, oui. en quart de finale ou en demi, je pense qu'elle ira en finale. Vous êtes sûr? Oui, oui. Pour moi, je vois cette équipe-là, si elle ne rencontre pas l'Algérie en quart ou en demi, je la vois en finale. Voilà. Merci à vous, messieurs. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Il y avait le président du Sporting, Issou Diabaté, qui voulait participer à cette émission, mais bon, on avait déjà... Le président de la Ligue amateur. Voilà. Donc, je pense que la prochaine fois... Alors, s'ouvre à Abidjan... Lui, son équipe... S'ouvre à Abidjan déjà un atelier important hein, concernant les Jeux Olympiques. Il faut réfléchir. Paris 2024. 2024. C'est qui organise? Et c'est le ministère des Sports. D'accord. Et puis, avec la participation, en tout cas, des fédérations sportives, du comité olympique. La fédération olympique. Ça commence ce jeudi et ça prend fin vendredi après-midi. Pourvu qu'on mette les fédérations olympiques. Et je pense que mettre nos athlètes dans les bonnes conditions. C'est le lieu donc de dire vraiment toute la vérité, ce qui ne va pas, ce qu'on peut apporter, ce qui peut amener vraiment les athlètes à se qualifier et de se préparer, à se préparer dans de bonnes conditions pour aller à cette compétition. C'est ici donc qu'on s'arrête. Merci à vous, Ben Boka, Séraphin, à tous les techniciens qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous mercredi prochain, probablement avec le premier représentant donc, concernant cet atelier pour nous dire exactement qu'est-ce qui va se passer désormais. Est-ce qu'il y aura vraiment, tout le monde pourra dire, allons ici, ne faisons pas ceci, les choix aussi. En tout cas, on va en parler largement. Bonsoir et bonne suite de programme sur RTI2.